Bonjour et bienvenue à tous qui êtes connectés ce matin, merci d'être avec nous et bienvenue à ceux qui nous regarderont à travers le replay sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous nous entendez bien ce matin. Notre chaîne YouTube est aussi une occasion d'occuper ces moments de trajet caractéristiques des périodes de voyage, de grandes vacances. Vous allez peut-être passer du temps en train, en voiture, en avion, pourquoi pas. Et donc on vous invite à plonger sur notre chaîne YouTube pour voir une de nos 42 vidéos, enregistrements, 142, pourquoi je dis 42 142, excusez-moi, enregistrements. Et dans ces 142 enregistrements, il y a certainement un sujet qui vous concerne, donc n'hésitez pas. Voilà. Vous avez vu le thème de notre petit déjeuner ce matin, 2050. Le patient en 2050, un sujet extraordinaire. On va pouvoir plonger dans la vie de ce patient dans 25 ans. Pour nous en parler, nous avons le privilège d'accueillir les deux auteurs de ce roman fiction et en même temps essai. Vous allez voir qu'il n'y a pas que du roman dans ce livre, il y a beaucoup de projections et de prospectives extrêmement intéressantes, extrêmement précises. Donc pour en parler ce matin, nous accueillons Isabella de Magri. Bonjour Isabella. Bonjour. Et Benjamin Donte. Bonjour. Bonjour Benjamin. Alors Isabella, vous êtes la CEO d'Inspiring Futures, un cabinet de conseil en stratégie, en organisation, en stratégie, particulièrement dans le domaine de la santé, mais pas que. Vous êtes aussi un des membres de l'Observatoire Innovation et Société, un membre très actif de l'Observatoire, on vous en remercie. Et vous avez coécrit ce livre avec Benjamin. Alors je vais vous montrer ce livre, voilà, pour que vous puissiez vous précipiter sur votre libraire après notre Café Sapiens pour le commander et en avoir un exemplaire. Donc vous avez écrit ce livre avec Benjamin, et c'est votre deuxième ouvrage, puisque le premier s'appelait Emma. Alors je vois que vous aimez les titres courts. C'est pour aller droit au but. C'est pour aller droit au but, d'accord, ok. Pas plus de 4 caractères, vous m'avez dit tout à l'heure. Bien, nous avons le privilège d'accueillir également Benjamin Donte, qui opère dans le monde de l'innovation en santé. Vous êtes responsable de la stratégie et du marketing d'une société française qui a été entre-temps rachetée par une société américaine, mais une société française, d'origine française, qui s'appelle Volontis, et qui est dans la thérapie numérique. Tout à fait. Vous êtes aussi un auteur, vous êtes un conférencier, vous êtes un enseignant sur le thème du numérique. Mais peut-être avant de commencer, expliquez-nous en 2 secondes ce que veut dire thérapie numérique. C'est une bonne question, donc déjà bonjour à tous. Ce que fait Volontis, c'est ce qu'on fait dans le domaine des thérapies numériques, c'est d'utiliser des solutions logicielles ou des dispositifs médicaux connectés pour améliorer l'expérience des patients vis-à-vis de leur traitement. Dans un environnement où la prise en charge se complexifie au niveau du patient, les traitements peuvent être compliqués, il peut y avoir des enjeux de formation, il peut y avoir des enjeux d'observance. Et l'enjeu, c'est de s'appuyer sur des solutions numériques, logicielles encore une fois, et matériel physique, pour améliorer leur quotidien et leur prise en charge, en partenariat avec les professionnels de santé et l'ensemble de l'équipe soignante. Très bien. Donc on a une médecine qui est de plus en plus personnalisée en termes de traitement, et vous aidez à ce que le patient s'y retrouve. C'est l'idée. Voilà, très bien. Avant de commencer, un petit rappel pour ceux qui nous suivent en direct. Vous savez que vous ne pouvez pas prendre la parole, mais par contre, vous pouvez poser toutes vos questions grâce à la fonction discussion au pied de votre écran. Vous avez un petit bouton discussion, vous cliquez sur ce petit bouton, vous avez une fenêtre qui apparaît, vous posez votre question, vous faites simplement entrer et nous avons votre question et on verra toutes les questions dans les 15 dernières minutes de notre entretien. Alors, je propose qu'on commence par vous, Isabella. Quand je vois ce livre, 2050, pourquoi 2050 ? Alors vous allez me dire pourquoi pas, mais pourquoi 2050 ? Exactement, pourquoi pas. Non, bonjour à tous d'abord. Le premier élément, c'est que pour nous, 2050, c'est une perspective de travail qui est raisonnable. Si on aurait pris par exemple 2030, effectivement, on est plus dans une logique d'implémentation, notamment dans le domaine de la santé. On est sur des temps qui sont un peu plus longs, notamment des temps d'adoption. Donc la perspective 2050, c'est une perspective pour nous de travail assez intéressante. Assez globalement, il y a quand même un paradoxe. Alors, dans le domaine de la santé, mais pas que, souvent certaines innovations technologiques, on surestime beaucoup leur impact à très court terme. Par exemple, en ce moment, le buzzword, c'est les métaverses.
On va se dire que dans les 2-3 ans, ça va arriver. C'est sans doute très surestimé. Par contre, si on regarde plus loin, dans les 20-30 ans, donc d'où 2050, effectivement, l'impact de certaines technologies, on va dire, qui sont des colonnes vertébrales d'un système, ont des impacts très profonds d'un point de vue organisationnel. Donc 2050, c'est vraiment pour nous un espace de travail pour voir l'impact des technologies, de l'évolution de la domaine du santé à l'horizon 2050. Donc voilà pourquoi le choix de ce titre-là. Et pour nous, c'est aussi un marqueur, je pense qu'on peut retenir assez facilement quand on écrit un ouvrage. C'est vrai, c'est plus facile pour le commander chez le libraire, c'est ça? Exactement. On se souvient plus facilement du titre. Très bien, un deuxième bon point. Alors, Benjamin, à quoi va ressembler notre patient en 2050, puisque c'est de lui dont on veut parler. Et quand je dis le patient, c'est nous tous, hein, parce qu'on sera obligatoirement au moins une fois, si ce n'est plus, beaucoup plus malheureusement, le patient. À quoi il va ressembler? À quoi allons-nous ressembler en 2050? En fait, l'origine de cette réflexion, et la raison aussi pour laquelle on a écrit ce roman, c'est que c'est un projet qui remonte à il y a presque 4 ans maintenant. Et on a adressé la question en disant le patient aujourd'hui, tel qu'on le définit, et étymologiquement également, c'est associé à la notion de souffrance. Le patient est quelqu'un en souffrance. Et comme on a eu l'occasion de travailler beaucoup tous les deux sur la discipline de l'innovation en santé, on s'est rendu compte que avec cet engouement pour l'innovation technologique notamment, le patient serait peut-être demain ou après-demain ou en 2050 une personne qui ne sera plus nécessairement en souffrance, ce qui remet aussi peut-être en question peut-être pas le choix du mot, mais la notion, ce qu'on associe au fait d'être patient. Donc on s'est servi de ça comme point d'entrée dans le roman sur la base d'un certain nombre de personnages qui ont des rencontres et des expériences avec le système de santé. Et donc, de manière générale, Isabelle a mentionné le métaverse, par exemple, c'est un concept qu'on développe dans le roman avec un espace virtuel qui s'appelle Virtu. Et dans Virtu, on peut faire ce qu'on pourrait faire aujourd'hui dans un métaverse, mais on pourra potentiellement demain suivre une téléconsultation ou se voir prescrire un certain nombre de médicaments ou réaliser des examens médicaux. On a aussi développé d'autres notions comme le suivi des patients à domicile, et notamment le suivi d'un certain nombre par exemple, de paramètres physiologiques ou de constantes physiologiques. Et là où ça devient intéressant, c'est que autant aujourd'hui, quand on imagine ce suivi de personnes à domicile, on a vraiment la notion de patient associé, c'est-à-dire qu'on va prendre une personne qui a par exemple des fragilités cardiaques et la suivre à distance avec un électrocardiogramme de poche. Dans le roman, ce qu'on a cherché à développer, et c'est là où la notion de patient commence progressivement à se transformer, c'est qu'on pourrait utiliser ce type de technologie chez le tout venant, j'ai envie de dire, chez la personne qui est en bonne santé. Donc un des concepts qu'on a déployé dans le roman, donc plutôt aux horizons de 2040, donc en cours de route vers le futur, c'est ce qu'on a appelé les crédits SNAP, qui sont en quelque sorte tout un chacun, tout bio-citoyen, on reviendra sur le concept, dispose d'un certain nombre de crédits et en fonction de son comportement, de son alimentation, de la qualité de son sommeil, de son activité physique, il pourra gagner ou perdre un certain nombre de crédits SNAP, ce qui pourra ensuite influencer sa prise en charge et l'optimisation de son parcours, non plus de santé, mais de parcours de vie. Donc c'est ce concept-là un peu fondamental qu'on essaie d'insuffler dans le roman, c'est que la santé, ça devient un patrimoine, qu'on est susceptible, vous, moi, n'importe qui, de maintenir en bon état, de protéger, qu'on soit en bonne santé au départ ou non, et que la technologie permette de le faire. Donc en réponse à votre question et de manière synthétique, le patient de 2050, il est forcément connecté, parce que pour pouvoir faire tout ça, il faut être informé, il faut avoir un certain nombre de points de données à disposition pour infléchir la trajectoire de vie de la personne. Il doit être informé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas subir cette technologie, mais il doit en être je ne vais pas dire le propriétaire, mais il doit être au cœur du réacteur, il doit être aux manettes, aux commandes de sa propre santé. Et du coup, avec cette information, il y a aussi la notion de responsabilisation, c'est-à-dire qu'une des questions qu'on cherche à adresser dans le roman, et j'en dévoilerai pas trop non plus, c'est qu'est-ce qui se passe pour la personne qui n'a pas forcément envie de suivre ses règles, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui, entre guillemets, n'en a rien à faire de son permis à point de la santé ou de ses crédits SNAP et qui a envie de vivre sa vie comme il l'entend, quitte à se mettre en danger parfois. Donc c'est ça les grandes transformations quelque part pour le patient, c'est-à-dire qu'on va lui redonner on va lui confier la responsabilité de sa santé. Il l'a aussi aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il s'en rend compte. Tout à fait. Et là, on met une certaine emphase quand même sur ce processus de lui redonner sa responsabilité. Tout à fait. Le patient, en termes de sémantique et de positionnement de beaucoup d'acteurs de l'écosystème de santé, est déjà
ce qu'on appelle au centre la centricité patient. Ce n'est pas un concept qu'on a inventé. Là, par le biais de la fiction, on le pousse un peu à son extrême pour, en quelque sorte, tirer la ligne, tirer cette trajectoire jusqu'au bout, voir où ça pourrait nous mener et adresser la question, c'est ce qu'on cherche à faire dans le roman, et là aussi peut-être qu'on y reviendra dans notre conversation, d'établir une forme de point de basculement. C'est-à-dire jusqu'à quel point on souhaite adopter ces technologies et jusqu'à quel point on souhaite responsabiliser tout un chacun vis-à-vis de sa santé. Jusqu'à peut-être un certain scénario, certaines histoires où on se rend compte qu'on a peut-être été trop loin et ce sera très compliqué de faire machine arrière. Et je rajouterais peut-être aussi sur cette notion de patient en 2050, on parle vraiment de, alors on dit aujourd'hui le patient est au centre, pour nous c'est vraiment quelqu'un qui gère son capital santé. Donc il y a tout aussi une réflexion sur c'est quoi le capital de base de quelqu'un qui est en bonne santé. Qu'est-ce qu'est un accident de parcours? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de tomber malade, mais qu'est-ce qu'en 2050 ça sera de tomber malade? Est-ce qu'on pourra juste tomber malade ou est-ce qu'on pourra tout prévoir? Et du coup se pose vraiment la question de la responsabilisation et de se dire pour rester en bonne santé, j'ai un certain nombre de choses à faire, il faut que je les respecte et on y reviendra dessus. Il y a vraiment cette notion aussi de droits et de devoirs qui sont importants et puis vraiment de responsabilisation autour de la gestion de sa santé. Et le point d'acceptation, vous le voyez où? Et deuxièmement, est-ce qu'il faut un grand référendum? Est-ce qu'il faut... Comment les choses vont s'imposer? Enfin, quelles sont les grandes révolutions du système de santé en lui-même pour arriver à cette situation? Pour moi, c'est tout l'enjeu. Alors, je ne vais pas dire de ce roman, mais de ce qu'on a voulu faire à travers ce roman, c'est de se dire, alors on a parlé des temps longs de développement, à la fois des innovations et de leur impact. Ce sujet-là, de quel impact il va avoir sur la société, comment on l'accepte, c'est maintenant qu'il faut en parler. Je prends l'exemple du Covid. Effectivement, il y a eu un certain nombre de mesures, l'obligation de la vaccination, qui ont été, les réactions ont été très virulentes. En fait. Il n'y a pas eu de préparation, on veut dire, dans un temps long. Aujourd'hui, ce sujet-là, de se dire quel va être mon rapport à la santé, quels droits je vais avoir, je pense qu'il faut vraiment les adresser aujourd'hui. On est dans une phase où on pousse énormément, et à juste titre, la médecine préventive, pour, on va dire, améliorer son capital santé et améliorer les trajectoires de santé aussi. Mais mis bout à bout, va quand même se poser la question de comment va réagir le système de soins, les assureurs face à ça. Une fois qu'on aura les données, je pense qu'on ne se satisfera pas de juste les regarder et de dire voilà, on ne va rien changer dans la prise en charge solidaire qui existe aujourd'hui. Et c'est d'où l'enjeu du coup d'avoir un espace de travail collectif, je pense qu'il doit rassembler des acteurs publics, mais aussi des industriels et surtout des patients, avec une communication publique très large, pour se dire vers où on veut aller, pour qu'effectivement, on va dire, cette transformation se fasse avec tout le monde et qu'on fasse un peu bien les choses, je ne vais pas dire pour une fois, mais qu'on fasse bien les choses. Qu'on anticipe, qu'on s'organise et qu'on prépare. Il y a peut-être un aspect formation important vis-à-vis des patients, parce qu'il y a celui qui a la capacité à bien comprendre qu'il a un capital et qui, quand il entame son capital, lui en reste moins. Mais il y a tous ceux qui ne se rendent pas vraiment compte et qui vivent leur vie. Alors, au niveau des patients, en effet, aussi au niveau des professionnels de santé, c'est un sujet. Alors, on est parti vraiment du patient dans le roman, donc c'est un sujet, la formation des professionnels, qu'on aborde moins dans l'histoire. Et cela dit, c'est pour moi un facteur fondamental d'implémentation réussie dans ce type de sujet. On le voit depuis 20 ans, enfin pour le coup, on parlait de Volantis que perd dans le secteur des thérapies numériques, on se rend compte que l'adoption c'est quelque chose de compliqué, qu'il ne suffit pas d'avoir une application sur son smartphone pour qu'elle soit utilisée, que créer de l'engagement, et pas de l'addiction, mais vraiment de l'engagement et délivrer quelque chose de valeur pour le professionnel de santé comme pour le patient, ça ne passe pas uniquement par des leviers technologiques, mais effectivement par énormément de formation, par énormément didactie, j'ai envie de dire aussi, et de passer du temps à expliquer pourquoi c'est important. Donc oui, ça c'est un enjeu qui va être fondamental pour que ça devienne une réalité, si tant est qu'on souhaite que ça devienne une réalité. Et je pense, pour rebondir sur ce que dit Benjamin, je pense même le rôle des médecins ou du corps médical va changer, parce qu'effectivement il y a un certain nombre d'innovations, d'applications, de données qui vont arriver vers le patient ou bio-citoyen, comme on l'a appelé. Il y aura quand même cette nécessité de traduire. Un certain nombre de personnes pourront les comprendre, mais il y aura quand même besoin d'expliquer. Par exemple, si on reçoit un test génétique avec des résultats de prédiction,
Il y a un certain nombre d'études cliniques qui ont été réalisées pour montrer qu'il y a vraiment une phase très importante d'expliquer ce que veut dire une prédiction, de l'impact que ça a sur sa vie, potentiellement sur le fait d'avoir des enfants. Donc il y a vraiment ce rôle d'accompagnement, d'empathie aussi, je pense qu'il faut renforcer, et de traduction pour qu'effectivement cette transformation se passe dans de bonnes conditions. D'accord. Et c'est valable aussi dans des implémentations déjà très actuelles. Enfin, les tests génétiques qu'Isabella évoque dans énormément de pays, c'est déjà, je vais dire, monnaie courante, dans tous les sens du terme. C'est valable par exemple aussi en cardiologie, quand l'Apple Watch envoie un signal de risque de fibrillation auriculaire, c'est important d'accompagner le patient dans la compréhension de ces choses-là. Un, pour éviter de générer de l'anxiété qui est inutile, et deux aussi, et ce serait quand même un peu dommage parce qu'on passerait complètement à côté de l'objectif, d'engorger le système de santé avec des alertes qui sont absolument pas justifiées. L'objectif étant quand même malgré tout d'alléger aussi la charge de travail des professionnels de santé qui sont bien sûr sous tension. Donc là, ce serait pour le coup vraiment un échec. J'imagine bien le professionnel de santé qui a au téléphone quelqu'un qui lui dit « ma montre vient de me dire que je vais mourir ». Quand on a été formé en médecine, je pense que c'est pas le genre de choses auxquelles on est aujourd'hui préparé pour recevoir ce type d'appel. C'est évident. Alors, vous avez tous les deux cité un mot, là, il faut qu'on y revienne, le bio-citoyen. Alors, Isabella, expliquez-moi à quoi ressemble ce bio-citoyen. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Alors, pourquoi ce nom peut-être aussi? Pourquoi ce nom? Pourquoi avoir inventé un nom? Ça répond aussi un peu à la première réflexion de Benjamin sur patient en 2050, peut-être que ça ne voudra pas dire grand-chose si on n'est plus en souffrance à proprement parler. Donc pour nous, utiliser ce nouveau mot, c'est vraiment poser sur la table un nouvel espace de travail. C'est de se dire qu'aujourd'hui, via la technologie, donc, via des éléments de médecine préventive, prédictive, via l'information, on a accès à un certain nombre à la fois de paramètres, de connaissances sur le patient qui vont nous permettre d'améliorer la santé. Si ces données elles restent purement dans la sphère personnelle, quelque part rien ne change par rapport à la prise d'un médicament, c'est-à-dire on le prend, on ne le prend pas, mais ça reste dans l'intimité. Là, ce qui est en train de changer, c'est qu'il y a un dialogue qui est rendu possible grâce au numérique entre la sphère personnelle et la sphère publique. Et à partir de ce moment-là, en fait, pour nous, naît ce concept de bio-citoyen. C'est une personne dans un état donné qui a à la fois des droits et des devoirs. Alors quand je dis qu'il a à la fois des droits et des devoirs, aujourd'hui, ces droits et ces devoirs n'existent pas du tout. Et c'est justement là qu'intervient cette notion d'espace de travail et de réflexion qu'on aimerait porter, c'est de se dire aujourd'hui, il faut se poser la question de quels seront ces potentiels droits. Benjamin a évoqué les crédits SNAP ou le permis à points de la santé. L'enjeu étant de se dire qu'est-ce qu'on va accepter. Par exemple, si on se projette en 2040-2050, on peut se dire que les technologies de prévention, d'application vont exister. C'est fortement probable, en tout cas d'un point de vue technique, elles sont aujourd'hui, on va dire, disponibles. Donc, ok, elles seront là. Deuxièmement, les données, elles vont remonter. Elles vont remonter dans la sphère publique, dans les entreprises qui les monitorent aussi. Donc la question se pose de se dire, est-ce qu'on va regarder ces données ou est-ce qu'on va les utiliser pour améliorer, on va dire, globalement aussi la santé d'une population. Et c'est là vraiment que rentre en jeu ce concept de bio-citoyen, de se dire, une fois qu'on a ces données, une fois qu'on améliore les trajectoires de santé, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut demander à un citoyen de faire par rapport à ça? Et là, en fait, naît un espace de négociation sur est-ce qu'on va sur un schéma, on va dire, tout sécuritaire, tout contrôle, c'est-à-dire d'obligation, de santé publique, notion aussi de biopolitique, c'est-à-dire est-ce que le prérequis ou l'objectif ultime, c'est vraiment d'avoir une population en bonne santé, et santé juste en termes de, on va dire, de paramètres physiologiques, ou est-ce qu'on laisse un espace de liberté où effectivement on accompagne au mieux les citoyens dans la prise en charge, dans la responsabilisation par rapport à leur santé, et on leur donne un espace de liberté. Mais maintenant qu'on a dit ça, espace de liberté, il faut mettre des mots derrière, des mesures, et je pense que c'est ça qui doit aujourd'hui s'ouvrir.
on est dans une phase où on voit bien que la médecine préventive, une partie aussi de médecine prédictive, est voulue, qu'elle aura des effets positifs, mais c'est justement ce temps long de transformation dont il faut se saisir aujourd'hui pour se dire, ce biocitoyen, qu'est-ce qu'il aura le droit de pas faire, enfin qu'est-ce qu'il aura le droit de faire et le droit de ne pas faire. Et c'est vraiment là, en fait, que toute cette notion de biocitoyen prend son importance. Et l'idéal, ce serait que ce soit le citoyen lui-même qui s'embarque dans ce changement, hein. Parce que sinon, il va le vivre. Il va le subir. Il va le subir, il va le vivre, enfin le subir et le vivre comme quelque chose qu'on lui impose. Et là, ça risque d'être un peu compliqué. Exactement, c'est pour ça que je faisais aussi le parallèle avec ce qui s'est passé pendant le Covid, qui est bon exemple. Qui reflète ce côté, on est dans un système de santé publique, donc on est dans l'obligation de se faire vacciner. Poussé à 2040-2050, les technologies, les dispositifs qui seront disponibles nous demanderont sans doute de prendre en charge un certain nombre de choses. Donc, quand j'ai évoqué cette notion de permis à point de la santé, c'est de se dire, ok, j'ai le droit peut-être de faire 3 écarts par mois sur mon alimentation ou autre, mais pas plus. Et peut-être qu'il y aura même un stage de rattrapage. Mais c'est là vraiment... Gratuit. Gratuit, peut-être remboursé par la sécurité sociale. Mais il y a vraiment cette notion de débat, et je pense que c'est fondamental aujourd'hui qu'on implique les patients actuels, mais plus largement les citoyens dans cette révolution à venir, qui est certes lointaine, mais on a besoin de ce temps long pour aborder ces changements. Pour y arriver, oui, tout à fait. Chez Sapiens, on a un autre observatoire qui s'appelle Sciences et Société, pour essayer de réconcilier les Français avec la science. Parce qu'on a un petit peu l'impression, je ne sais pas si vous l'abordez dans le livre, mais on a un petit peu l'impression qu'il y a un décalage de plus en plus grand entre la science et la société, et notamment entre la façon dont les Français croient en la science et font confiance à la science. Donc, est-ce que ça fait partie du processus? Alors, c'est pas abordé en détail dans le roman, mais effectivement, ça me semble un point important. Parce que du coup, Covid, je me rappelle au début, alors le sujet sur lequel j'avais pas mal réfléchi au départ, au début de la première crise sanitaire, c'était toutes les applications dites de traçage numérique. Alors déjà, le mot traçage est un peu orienté en sémantique. Mais du coup, une des objections que la plupart des contestataires à ces applications mentionnaient, c'est là, on a un contexte de crise, mais une fois que le système est installé, une fois que la crise sera passée, l'application sera toujours là, elle se sera démocratisée, et on ne contrôlera pas les usages qui en seront faits. C'est-à-dire qu'on pourra, même en sortie de crise, utiliser ce type d'outils qui sont vraisemblablement pas souhaitables dans un système, on va dire, qui fonctionne bien, hors crise, hors période de crise. Donc c'est vrai que là, ça a été pris précipitamment parce que c'était le Covid, mais on est poussé aujourd'hui, je pense, les décideurs politiques, les décideurs industriels, sont aussi poussés par le contexte actuel à prendre des décisions de plus en plus rapidement, perdant peut-être cette prise de recul, cette capacité d'anticipation qui est fondamentale. Or, vous l'évoquez, cette espèce de... Alors, je ne sais pas si le mot défiance est le bon mot, mais en tout cas une contestation peut-être de la science. Le fait est qu'aujourd'hui, on veut que ça aille vite, mais la science s'installe dans le temps long. Ouais. La science a besoin de temps, c'est le propre de la science. Donc il y a cette notion-là, et je pense qu'il y a aussi la notion de vérité absolue qui est importante. C'est-à-dire qu'on est tous en recherche de j'ai tel problème, la solution ça va être ça. Oui. Et c'est sûr. Or, la science se remet aussi régulièrement en question elle-même, encore une fois, dans des temporalités qui sont longues. Donc du coup, je pense que les deux sujets sont liés. La notion que vous évoquez ne s'adresse pas qu'à la santé, évidemment. Non, bien sûr. Mais elles sont intimement liées. Mais elle fait très mal dans le domaine de la santé. Enfin, elle s'impose dans le domaine de la santé. Tout à fait. Parce que les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Et puis on l'a vu ces 3 dernières années. Et on l'a vu ces 3 dernières années. Voilà. Et on ne va pas revenir sur la crise Covid. Alors, vous évoquez un scénario, puisque ça s'appelle 2050, et que vous projetez... Dans 2050, ce matin, vous êtes réveillés, vous êtes préparés, vous étiez en 2022. Eh bien, nous, depuis 30 minutes, nous sommes en 2050 et on va continuer. Et si vous voulez continuer après, vous achetez le livre, bien évidemment. Mais quel est votre degré de probabilité face à ce scénario 2050 ? Est-ce que vous pensez que, compte tenu de tous vos travaux à tous les deux, vous êtes 80% sûr que ça va se réaliser? Est-ce que c'est l'essai qui l'emporte sur le roman?
C'est une question compliquée, c'est-à-dire qu'on peut pas... Alors c'est une question très importante. C'est une question très importante. Et c'est en même temps une question très complexe, parce que voilà, ça me semble difficile de vous dire on a une certitude à 75% que ce scénario dans son ensemble va se produire. La manière dont on a construit le roman, c'est une forme de crescendo technologique, d'aujourd'hui jusqu'en 2050. Et plus le temps passe, plus la technologie a une part importante à la fois dans la vie au quotidien des personnages du roman, mais aussi dans les décisions qui en découlent en fonction de leur état au moment précis où les faits se déroulent. Donc du coup, plus on avance vers le futur, plus on avance vers 2050, je dirais pas plus la probabilité est faible, mais plus on s'oriente vers des choses peut-être un peu moins maîtrisées. Ceci étant dit, tous les concepts technologiques qui sont développés dans le roman sont soit déjà mis en place, dans les jeunes années, on va dire, du roman, on va parler de téléconsultation, on va parler de suivi de personnes à domicile, ça existe déjà, c'est peut-être moins démocratisé aujourd'hui que ce qu'on décrit dans le roman, peut-être que l'organisation du système de santé n'est pas autant en place que ce qu'on décrit, mais en tout cas la technologie existe, et puis au fur et à mesure du temps, on va parler de choses un peu plus exotiques. Je parlais de Virtu, l'espace virtuel, l'équivalent du métaverse, mais qui est dans le roman particulièrement installé, c'est-à-dire, Isabella l'a mentionné, c'est un sujet de réflexion actuel, très buzzword, très amont, très conceptuel encore, mais qui va se démocratiser progressivement dans la sphère publique, dans la sphère privée. Et puis plus le temps passe, plus on rentre dans des choses un peu plus... Alors encore une fois, c'est pas de la science-fiction, c'est aussi pour ça qu'on se focalise sur cet horizon 2050, c'est important de le souligner, ce roman ne suit pas les codes de la science-fiction. Mais on va retrouver des concepts type implants neuronaux par exemple. Alors là, on est à des stades beaucoup plus amont. Cela dit, c'est quelque chose sur lequel on a des entreprises, des unités de recherche qui s'y consacrent très sérieusement avec des moyens souvent très conséquents. Avec les premiers essais sur l'homme aussi aux États-Unis. Peut-être je compléterai aussi, pour moi, le sujet, est-ce que c'est probable, est-ce que ça va arriver? Oui, sans doute dans les années à venir, mais au-delà de ça, ce qu'on a voulu faire aussi à travers un roman d'anticipation, c'est poser un scénario et peut-être le tordre un peu à l'extrême sur la fin, sur un scénario qui peut faire peur ou en tout cas faire réfléchir. Ne commencez pas à tout raconter. Je dirais pas la fin. Et du coup, l'enjeu pour nous, c'est plus si on se projette à cet horizon de temps, vous qui écoutez cette émission, se dire, est-ce que c'est vers là où je veux aller? Ou est-ce qu'au contraire, à un moment donné, ça s'accélère, ou les répercussions de ce qu'on met en place ont des effets pervers qu'on n'avait peut-être pas anticipés. Et c'est justement là où ça devient intéressant, c'est de se dire, ok, on arrive aujourd'hui à voir les effets positifs de la prévention, du soin amélioré, via de la téléexpertise, via de la téléconsultation dans certains cas. Donc là, on a un panorama effectivement qui nous pousse à aller vers l'implémentation. Si on tord ces scénarios à plus long terme, on a effectivement, alors je vais appeler ça des effets pervers, ou en tout cas des questionnements qui s'ouvrent autour du libre arbitre, autour, et on l'a mentionné tout à l'heure avec ce concept de citoyen, on va dire de la bascule entre le tout sécurité et la liberté, donc où est-ce qu'on se positionne? Et c'est justement aujourd'hui qu'il faut travailler sur ces sujets. Il y a un autre élément, Benjamin vient d'évoquer les neuroimplants. Il y a toute une partie sur cette notion de transhumanisme qui est pour moi très mal définie. C'est-à-dire que poser la question comme ça, il y a des gens qui sont complètement pour ou complètement contre. En fait, on se rend compte, si on regarde de manière peut-être très simple, si vous avez un pacemaker, c'est déjà du transhumanisme. Pourtant, c'est très bien, enfin, je veux dire, ça améliore la santé. Si vous êtes un blessé de guerre et que vous avez eu un accident et qu'on arrive à remplacer un de vos membres, c'est très bien aussi. C'est déjà du transhumanisme. Et so what, enfin, c'est pas grave. Par contre, pousser un peu plus loin, de se dire que, comme peut-être la chirurgie esthétique, aujourd'hui, dans 50 ans, on pourra remplacer des organes un peu défaillants ou un peu moches. Est-ce qu'on veut aller vers ça et quelles barrières on se met? C'est maintenant qu'il faut les poser. Donc, pour moi, la probabilité est une question importante, mais c'est surtout se saisir de ça pour se dire jusqu'où on veut aller dans ces développements et dans l'implémentation de ces technologies. Et même à notre niveau, dans le processus d'écriture, c'était une question intéressante de se dire jusqu'à quel point on croit dans ce qu'on écrit et jusqu'à quel point on le souhaite.
enfin voilà, encore sans révéler quoi que ce soit du roman, quand on en a présenté les contours du contenu voilà, auprès de proches ou autres, il y a certaines scènes en particulier où les personnes réagissent en disant mais moi je veux pas ça, quoi. Et ça a été aussi un des points de départ de la réflexion, en se disant on sera vraisemblablement encore aux premières loges pour être membre de ce système de santé d'ici 2050. Qu'est-ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on souhaite pour nos proches, pour nos enfants, qu'est-ce qu'on serait prêt nous à accepter. Voilà, j'imagine mes enfants en 2050 qui auront à peu près le même âge que j'ai aujourd'hui et qui vont peut-être aller faire une soirée avec des amis, boire quelques bières. Bon, s'ils rentrent chez eux et qu'on les informe qu'ils ont perdu 2 crédits et qu'ils doivent rester sobres pendant une semaine pour récupérer leurs points, sinon il se passera X ou Y. Forcément, typiquement ce genre d'anecdote. Ça a l'air sympathique votre idée. Voilà, ce type d'anecdote-là, c'est souvent celle qui fait le plus réagir. Je comprends. Quand on commence à toucher l'alimentation. Surtout à la bière, comme Isabella. Oui, mais non, bien sûr. Oui, vous posez les bonnes questions. Donc en fait, si vous voulez déjà participer au choix et réfléchir, je recommence. Si vous voulez continuer à boire de la bière. Lisez le livre pour préparer vos prises de position. En termes de recherche aujourd'hui, les entreprises, celles que vous voyez autour de vous, elles se projettent sur des agendas à 5 ans, à 10 ans. Est-ce qu'elles vont au-delà ou... Parce que finalement, 2022-2050, il reste juste 28 ans, même 27 ans et demi. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on se projette à 20 ans ou on se projette à 5 ans, à 10 ans C'est une excellente question. Je pense que ça dépend beaucoup des entreprises. Bien sûr. Mais dans le monde de la santé, oui, vous qui êtes tous les deux. Pour moi, en matière d'innovation en santé, il y a un peu deux courants. Il y a un courant très visionnaire, donc projeté plutôt sur le moyen long terme avec des moyens colossaux. Enfin, on parlait d'un plan neuronaux. Ouais. Je ne fais pas du tout de promotion, mais l'exemple qui vient spontanément en tête, ça va être Elon Musk et Neuralink. Bien sûr. Je pense que quand Elon Musk se pose des questions, il ne se les pose pas à 2 ans sur ce type de projet. C'est clair. On est plutôt sur du moyen long terme et réellement transformatif pour, là en l'occurrence, le système de santé, mais de manière générale dans les projets industriels qu'il déploie. En même temps, et ça c'est aussi un autre enseignement, je pense, de la crise sanitaire qu'on a vécue, on a aussi besoin de leviers d'action en termes d'optimisation du système de santé qui soient, alors je ne vais pas dire court-termiste au sens péjoratif du terme, mais implémentables rapidement. Et parfois cette innovation elle n'est pas spécifiquement technologique, il ne s'agira pas de mettre une appli ici, un capteur par là, etc. Mais peut-être des innovations beaucoup plus simples, organisationnelles, des capacités de production de matériel médical, etc. Ce sont des sujets pas satellites mais adjacents, d'actualité, qui montrent aussi qu'il faut être capable, et ça c'est difficile en termes d'agilité intellectuelle aussi, de réfléchir à 25-30 ans tout en sécurisant le présent. Donc je pense que ça dépend, de la taille des entreprises, de leur métier d'origine. La société qui fabrique des masques chirurgicaux, je pense qu'elle a eu des questionnements beaucoup plus court terme que Neuralink ces dernières années. Donc je pense qu'il faut les deux, parce que sans ça, soit on est dans des projections très, je ne suis pas sûr que le terme existe, mais très exponentialistes, la santé de demain, le tout connecté, le monde du futur, avec des univers presque parfois un peu soit utopiques, soit dystopiques, etc. Soit uniquement des choses très terre-à-terre où on maintient une forme de statu quo en l'optimisant à gauche, à droite. Pour moi, il faut être capable de faire les deux et de développer cette agilité-là. Oui, je compléterais peut-être en disant effectivement, on voit souvent ces termes généralistes de demain ça va être la médecine préventive, la médecine prédictive. Souvent les entreprises, elles ont des visions, je veux dire à 5-10 ans, enfin, pour avoir un espace de temps. Pour moi, ce qui manque, c'est la réflexion vraiment sur les impacts plus systémiques. C'est-à-dire une innovation, elle va avoir des impacts directs sur un patient, sur une personne en termes d'amélioration. Donc c'est bien sûr des impacts positifs, mais globalement, elle va aussi transformer un système. C'est aussi le sujet, par exemple, des métaverses. De dire, ok, on voit l'effet positif sur une consultation, par exemple, dans le domaine de la santé mentale. On peut l'utiliser sur des problématiques de stimulation cognitive, par exemple, pour des personnes âgées. Mais de se dire, globalement, dans une société donnée, comment ça va transformer les pratiques de mobilité, consommation, d'éducation, c'est encore à un autre niveau. Mais je pense qu'on est responsable aujourd'hui de prendre ces sujets. Je vais faire un parallèle peut-être qui est bizarre avec l'invention de l'électricité. Ça transforme complètement une société. Et il y a parmi ce qu'on est en train de voir dans le domaine de la santé, ça va réellement transformer un système, que ce soit en matière d'éducation,
de gestion de sa vie. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut regarder aussi en termes de prospective et d'anticipation. On est sur des sujets aussi globalement relativement jeunes, c'est-à-dire que c'est un peu comme le projet Internet, personne n'aurait pu anticiper qu'il évolue de la manière dont ça s'est produit, avec les impacts que ça a eu, et notamment, comme évoquait Isabella, des impacts plus systémiques. Donc la question qu'on cherche aussi à aborder en filigrane dans ce roman, et notamment dans la partie essai, c'est pas parce que technologiquement c'est possible qu'il faut absolument le faire, mais en tout cas qu'il faut absolument le faire sans se poser la question des conséquences satellites qu'il va y avoir autour de ce qu'on développe. Ouais, tout à fait. Parce que ça a son importance aussi, et qu'on a tendance aujourd'hui à raisonner encore une fois, parce que la temporalité de décision est courte, sur un arbitrage technologique en se disant, puisqu'on peut le faire, puisqu'on peut mettre un capteur, puisqu'on peut mettre un implant, puisqu'on peut prouver que ça fonctionne, du coup on le fait. Mais ça a forcément des répercussions, et des répercussions qui ne vont pas se produire 3 ou 6 mois après, mais qui peuvent se produire 10, 15, 20, 30 ans après. Et aujourd'hui, Facebook c'est une société qui a moins de 20 ans, Internet c'est un concept qui a moins dans le grand public en tout cas, qui en a moins de 30. Donc somme toute, tout ça est très jeune, quoi. On ne s'en rend pas compte parce que ça va très vite et qu'on est devenu des grands consommateurs de ces outils, mais ça allait très très vite et les répercussions systémiques, on les maîtrise pas aujourd'hui. Bien sûr. Alors, j'ai vu que vous avez commencé à poster vos questions. Vous pouvez continuer. On va y arriver dans 2 minutes. Est-ce que dans votre... J'ai une dernière question de mon côté. Est-ce que dans votre essai, vous abordez le remplacement des professionnels de santé par des machines ou est-ce qu'on reste toujours avec des humains en face de nous? Si vous avez envie d'en parler, je ne veux pas dévoiler les secrets du livre. Mais... Alors, on n'est pas allé dans le scénario remplacement complet. Il y a une aide sur des éléments de diagnostic, de rapports qui sont donnés sur un état de santé. Pour nous, c'est bien plus ce qu'on a essayé d'imaginer, c'est un accompagnement, transformation peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui, les médecins généralistes, c'est un concept qui a été utilisé de conseiller de vie. Quand on parlait de traduction, c'est justement ça. Donc il y a sans doute moins de présence par contre physique humaine, justement c'est là qu'intervient Virtu, on va dire un exemple de métavers, c'est-à-dire qu'on a accès à des médecins, on n'a plus forcément accès d'un point de vue physique. Donc ça c'est effectivement une évolution assez forte. Par contre, c'est là que se pose la question de l'impact que ça a. C'est-à-dire, est-ce qu'on ressentira les mêmes bienfaits à travers ces systèmes virtuels versus autour de la table avec du toucher qui est palpable. C'est ça. Un des concepts qu'on a le plus développé, donc effectivement, pour moi, il n'y a pas de remplacement évoqué dans le roman. Il y a la virtualisation, en quelque sorte, de la relation patient-médecin dans un certain nombre de circonstances qui le permettent. On sait aujourd'hui qu'une téléconsultation, c'est pas possible dans tous les cas de figure et qu'il faut parfois, et souvent encore, un examen clinique. Où là, puisqu'on est dans une anticipation du futur, on augmente la quantité de scénarios possibles et des choses qui sont vraisemblablement pas imaginables aujourd'hui. Mais on reste dans ce concept-là. Et je terminerai aussi sur un dernier point qu'on n'a pas forcément abordé, c'est sur l'accessibilité. Oui, tout à fait. Et effectivement, il y a différentes dimensions. Il faut aussi se replacer dans un contexte international. Tous les pays n'ont pas la même appréhension de la santé. Je prends l'exemple de la Californie, de l'Asie, qui ont un rapport au corps qui est peut-être différent. Donc il faudra aussi voir l'évolution et l'appropriation de ces technologies dans ce contexte-là qui est aujourd'hui international. Un autre élément aussi qui est de se dire, d'un point de vue générationnel, il y a effectivement un basculement qui sera, on va dire, de manière très progressive. Puis il y a surtout la question financière. Pour prendre l'exemple sur un pays voisin, la Suisse, aujourd'hui il y a à peu près 38% des jeunes qui ont besoin d'une aide de l'État pour payer leur assurance maladie. Donc plus on va vers des innovations qui sont poussées, à fort contenu technologique, on peut aussi se poser la question de quelle est la soutenabilité du système. Est-ce que, même en France, c'est la sécurité sociale qui pourra prendre en charge quel va être le rôle des assureurs dans ce cadre-là? Est-ce que c'est soutenable et est-ce que tout le monde pourra y avoir accès? Accès d'un point de vue, je ne vais pas dire cognitif, mais en tout cas compréhension. Donc ça, c'est une première échelle. Et puis après, il y a l'échelle financière qu'il faut aussi mettre sur la table. Oui, bien sûr. D'accord. Allez, on se lance
sur les questions de nos auditeurs. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques questions qui sont un petit peu techniques. Hein. Ce ne sont pas deux médecins. Hein. Donc, on va essayer d'y arriver. Il y en a beaucoup, donc je pense qu'il faut des réponses rapides. Voilà. Revenir sur un petit point qui paraît évident. Bon, on va en parler quand même. Le patient de 2050 aura besoin d'un accès au très haut débit partout. Est-ce que c'est pas un point bloquant? Alors si. C'est un point bloquant, la réponse est faite. Oui, c'est un point bloquant, ça rejoint la question de l'accessibilité qu'on évoquait à l'instant. Bien sûr. Alors, on ne peut pas non plus complètement amalgamer déserts médicaux et déserts numériques, mais quand on superpose les deux cartes, on se rend compte qu'il y a quand même un certain degré de similitude, et on voit bien qu'aujourd'hui, on a tous vécu pas mal dans le monde virtuel ces dernières années, on se rend compte que l'infrastructure va être extrêmement importante pour pouvoir bénéficier de tout ça. C'est pour ça aussi, j'insiste dessus, il ne s'agit pas que d'innovation futuriste et technologique. Pour que ça fonctionne, il doit y avoir des innovations aussi organisationnelles. Bien sûr. Ok. Alors, je vous laisse décider, je vous laisse choisir vos questions. Est-ce que la lutte contre le vieillissement n'est pas aussi une des grandes perspectives de la médecine du futur? Ça s'inscrit effectivement, je veux dire, dans l'agenda de recherche, dans la volonté d'un certain nombre d'entreprises. Alors là, on est à la fois sur des scénarios très très futuristes, on va dire d'immortalité. Quand je parlais de transhumanisme, c'est un des objets de recherche d'être immortel. Après, de manière peut-être plus simple, effectivement, c'est un grand sujet de recherche dans les années à venir. Et si on tire la métaphore un peu plus loin, en fait, sur le capital de santé, si on le gère bien, théoriquement, on va reculer, on va améliorer en tout cas l'espérance de vie. Ouais. Donc, s'il n'y a pas d'accident, nous sommes d'accord. Il y a quelqu'un qui revient sur le crédit santé, là, Snap, là, et il dit, attention, préparez-vous, est-ce que c'est pas le crédit social chinois? Alors c'est compliqué de se prononcer là-dessus parce que c'est compliqué de savoir dans quelle mesure ce qu'on a appelé le crédit social chinois a été déployé à très grande échelle ou si c'est resté très expérimental. Mais oui, ça y ressemble dans le concept. C'est dans les grandes villes, à vrai dire. Voilà. C'est pas partout. C'est pas encore partout. Donc effectivement, le concept est assez similaire, c'est-à-dire qu'on est dans une optique de contrôle sous couvert d'une forme de bienveillance, c'est-à-dire c'est pour votre sécurité. Globalement, c'est un peu ça la promesse, mais malgré tout, il y a une monnaie d'échange. La monnaie d'échange, ça va être une forme de surplus comportemental qui passe par un certain nombre de données. Ça y ressemble. Après, comme l'évoquait Isabella, c'est valable en matière de santé, mais je pense que c'est valable en termes de questionnement sociétal dans son ensemble. C'est très géographie dépendant, et ça va être d'ailleurs un enjeu, parce que peut-être que ce qui est possible aujourd'hui en Chine, aux États-Unis ou demain en Suisse ne sera pas en France ou ailleurs. Comment concilier différents modèles et différentes perceptions, parce que déjà aujourd'hui, je veux dire, si on compare le modèle de santé américain et le modèle de santé français, on est quand même sur 2 salles, 2 ambiances, si je peux me permettre. Bien sûr. Donc la question est déjà de fait dans la réalité d'aujourd'hui, c'est juste qu'elle sera traduite sur un versant plus technologique. Je pense qu'on met la question un peu en quatrième de coup. En gros, je deal un peu de santé contre de la liberté. Et du coup, la question, c'est jusqu'où je suis prêt à donner de ma liberté pour rester en bonne santé. Et d'où l'importance aujourd'hui de mettre un cadre, effectivement. Est-ce qu'on va vers ces crédits SNAP? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il y a une autre forme qui est possible, on va dire, plus solidaire? Et ça, effectivement, c'est tout le sujet, je pense, aujourd'hui, parce que si on l'aborde trop tard, peut-être qu'on n'aura pas le choix. Ah oui, je pense que c'est un point de réflexion parallèle à tout ce qu'on peut imaginer dans le domaine de la recherche. Alors, l'assurance maladie dispose d'une somme colossale de données. Faut-il les mettre en open data? Bonne question. L'anonymisation permet-elle de concilier open data et privacy de façon fiable? Je pense que c'est une réflexion de fond que beaucoup ont, c'est-à-dire, pour moi, la question sous-jacente, c'est à qui appartiennent ces données de santé. Voilà, bien sûr. Vous allez à l'hôpital et que vous faites un IRM ou une prise de sang dans un laboratoire d'analyse, qui détient les résultats? Vous allez dire c'est votre corps, c'est vos données, mais il y a le laboratoire qui a fait la mesure, il y a l'industriel qui a développé les dispositifs médicaux qui permettent de la capter, il y a l'établissement, il y a le professionnel de santé qui a fait l'examen, donc c'est un écosystème assez compliqué. Dans un modèle, encore une fois, c'est très pays dépendant, mais dans un modèle plutôt européen et centré sur les droits de la personne, j'aurais tendance à dire qu'effectivement c'est le patient qui doit en disposer.
Est-ce que c'est conciliable avec une logique d'open data? Ça veut dire qu'il faut être capable, malgré tout, bien que ce soit ouvert, de protéger les droits individuels. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une espèce de notion de coffre au trésor derrière ces données de santé qui est relativement verrouillée aujourd'hui, qui n'est pas facile d'accès, dans le but notamment de contrôler une forme de dérive aussi, dans l'usage qui peut être fait de ces données. Mais sur un autre versant, ça freine aussi potentiellement la recherche et ce qu'on serait capable d'en faire en termes je ne sais pas, de développer de nouvelles molécules, d'élaborer des modèles prédictifs d'évolution d'une pathologie. Donc là, pour le coup, c'est un débat de politique de la donnée plus qu'un débat de santé. Mais c'est un débat qui est fondamental. Et effectivement, je rejoins la personne qui a posé la question. La France, là-dessus, et en particulier, a, je ne vais pas dire une longueur d'avance, mais un trésor de guerre assez important. Tout à fait. Et je rajouterais aussi, en parallèle de ça, qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de travailler aussi à la sécurisation des données. On le voit à travers des cyberattaques, notamment dans le domaine hospitalier, partout dans le monde, que ça va être un des enjeux aussi je ne vais pas dire des 10 prochaines années, mais c'est déjà un enjeu aujourd'hui et qu'il faut vraiment l'adresser pour sécuriser notamment le patient, ses données et globalement le système. C'est là où le débat devient intéressant, c'est-à-dire que ce sont vos données. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à partager votre électrocardiogramme en open source, entre guillemets, avec d'autres, pour améliorer la recherche en cardiologie? Au risque que peut-être il y ait un mésusage qui soit fait de ces données, parce que la sécurité, c'est un concept absolu, mais on sait aussi qu'il y a toujours un risque, il y a toujours une partie derrière. Donc c'est un débat de société. Ouais. Et à contrario, si on dit chacun a la liberté de décider de mettre à disposition ou pas ces données, d'un seul coup, il y a mon esprit statistique qui m'interpelle, parce que si je n'ai que la moitié des données, est-ce que je suis capable, alors vous allez dire sur 50 millions d'habitants, enfin il y a plus de 50 millions aujourd'hui, mais je veux dire sur 50 millions d'adultes, on peut dire que si on en a 25, c'est déjà énorme. Mais est-ce que j'ai les mêmes résultats quand j'ai 25 millions de données et quand j'en ai 50 C'est la puissance de cette réflexion, c'est que le collectif doit servir l'individuel, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Oui, tout à fait. Alors il y a quelqu'un qui se projette vraiment sur 2050, qui dit « D'ici combien d'années pensez-vous que ces grands choix technologiques seront enfin débattus lors des campagnes électorales, puis au Parlement en France et en Europe, et non décidés entre experts? Pensez-vous même que ces débats pourront avoir lieu ?» Et moi je dis on pousse. Moi je pense qu'il faut qu'on se présente. Ouais. Voilà, d'abord il faut que vous vous présentiez, donc j'ai le privilège de vous présenter les deux prochains candidats. Non, mais oui, effectivement, c'est une réflexion qu'il faut arriver à pousser, mais c'est une démarche, encore une fois, dans le temps long, parce que je ne suis pas moi-même décideur politique, mais j'imagine qu'aujourd'hui, on a tendance à prioriser les réflexions immédiates, et puis en plus, on est dans des contextes assez tendus où les réflexions immédiates, pour le coup, elles sont pas négligeables, il faut les traiter. Mais ça empêche, encore une fois, d'avoir cette agilité intellectuelle entre ce que je dois faire sur le temps d'un mandat et ce que je dois faire pour dans 30 ans. Ouais. C'est très compliqué, ouais. C'est même un peu le problème que je vois moi avec la prévention de manière générale, c'est que c'est un pari au long terme, et que généralement sur les paris au long terme, celui qui investit, que ce soit en temps, en argent, en énergie, il n'en voit pas forcément les fruits, parce que ça se produira 25 ans, 30 ans après, donc le système sera amélioré a posteriori. Oui, c'est toute la question. Moi je dirais, je fais appel, il y a aujourd'hui des scènes, des structures qui ont, on va dire, une renommée ou un déploiement assez important en France. Je pense à Future Fokker, au projet Hôtel Dieu, au pôle de compétitivité, qui pour moi sont des espaces qui pourraient abriter ce type de réflexion sur l'avenir de la santé, leurs impacts, on va dire la discussion avec les pouvoirs politiques sur ça. Donc là, il y a effectivement de belles tribunes et des sujets dont ces objets-là peuvent se servir pour faire avancer le débat, et puis pour qu'après il y ait un relais politique qui soit pris. Je pense que ça ira sans doute de manière assez pratico-pratique dans ce sens-là, plutôt qu'une prise en main directe du politique. Et pour une vision plus enthousiaste, je sais qu'on a tendance à être impatient sur les prises de décision et les orientations stratégiques du pays comme ça. En France en particulier, en 3 à 5 ans, le numérique en santé a fait un bond fantastique, et à tous les niveaux, dans la sphère politique publique, dans la sphère industrielle, dans la sphère citoyenne, donc ça prend du temps, mais ça avance, et ça avance beaucoup plus vite ces 3 dernières années que les 20 précédentes. Oui, ça pousse. Par contre, la question de fond que vous évoquiez, Isabella, tout à l'heure, jusqu'où allons-nous, est-ce qu'on y va, etc., ça reste une question
qui n'est Ah, peut-être pas à faire pousser par les industriels, entre guillemets, mais qui doit être un sujet de société. Donc, il va falloir l'aborder et trouver le bon moyen d'en parler. Mais je pense que vous avez la réponse dans le livre. Alors, comment intégrez-vous l'évolution de l'offre et de l'accès aux soins? Qu'imaginez-vous? Un petit peu plus précis. Un peu générale. Un peu général, oui. Ouais. Donc... alors, je ne sais pas si je réponds. C'est une question assez large, donc je ne sais pas si j'y réponds avec précision. Ce qu'on essaie de mettre en avant dans le livre, notamment au niveau de l'offre, je reviens sur ces notions, par exemple, de contexte tendu en termes d'offre de soins, de nombre de médecins, de nombre d'infirmières, etc. Ce qu'on essaie de mettre en avant dans le roman, c'est l'usage de la technologie pour justement faciliter, fluidifier cette offre de soins et faire en sorte que tout ce qui peut être fait à distance sans mettre en danger évidemment la vie, la qualité de vie, la santé du patient peut être fait à distance. Tout ce qui peut être aussi délégué ou réparti différemment, on se donne le droit de le faire, on se donne la possibilité de le faire pour en quelque sorte opérer une forme de transfert de compétences. Est-ce que, admettons, on est d'ici 5 à 10 ans, on a tous accès à un espèce de tableau de bord sur notre espace numérique privé de santé où on peut retrouver nos paramètres cardiologiques, notre masse corporelle, un certain nombre de paramètres comme ça, la qualité de notre sommeil. Est-ce que c'est nécessairement le rôle d'un médecin généraliste de faire un check-up mensuel sur sa patientèle, ou est-ce que ça peut être fait par une nouvelle catégorie de professionnels qui n'existe pas aujourd'hui, qui s'appelle analyste de santé, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui travaille aux côtés du médecin mais qui n'est pas médecin, et qui en quelque sorte permet d'orienter justement les efforts des professionnels médicaux dans la bonne direction et se consacrer aux patients qui en ont le plus besoin. Ça, typiquement, c'est des réflexions qu'on essaie d'aborder, notamment dans les 10-15 premières années du roman. Vous rejoignez aussi des recommandations de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens, l'utilisation des infirmières, des API, comme on dit, et qui pourrait en effet largement soulager la vie de tous les professionnels de santé, médecins, professeurs, etc. Effectivement, il y a un certain nombre d'outillages qui facilitent des diagnostics rapides, des prises en charge, et ces nouvelles catégories, typiquement les IPA, permettent vraiment de le faire, de l'accélérer, de donner accès aux soins dans un certain nombre des aires médicaux, mais pas que. Et c'est quelque chose qu'il faut effectivement pousser pour faciliter cet accès aux soins et au final l'amélioration de l'offre. Après, on pourrait aussi imaginer que si ça se passe bien et qu'on arrive à réellement mettre en place cette médecine préventive, personnalisée, en garantissant la sécurité des données, tout ce qu'on a évoqué auparavant, on arriverait aussi à infléchir à la courbe de la demande. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi potentiellement moins de personnes qui seraient atteintes de maladies chroniques et qui auraient besoin d'énormément d'attention de la part de l'offre de soins. Tout à fait. Alors, une autre question sur la médecine préventive. Quelqu'un nous dit, vous avez abordé le sujet de la médecine préventive. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon bilan de santé et comment sera-t-il perçu par les personnes non patientes car non malades en 2050 ? Oui, c'est une très bonne question. J'avais évoqué le sujet alors, à la fois de la traduction des données qu'on reçoit, donc il y a vraiment ce besoin de rôle d'accompagnement et je pense d'éducation même dès le plus jeune âge. Alors, ça commence un tout petit peu sur l'alimentation, une alimentation saine par exemple. Donc il y a pour moi déjà une première étape qui est d'éduquer, de former des jeunes à qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que son capital santé. On a fait aussi une note à l'Institut Sapiens sur la santé mentale, donc prendre à la fois soin de son corps physique mais aussi de son mental. Et pour moi ça c'est une étape préalable. Et une fois qu'on a ça, on est peut-être mieux outillé, mieux armé, à la fois pour se dire, moi à titre personnel, si je suis responsable, je sais que je suis peut-être fragile sur l'exercice physique, par exemple. Ou moi, j'ai une fragilité sur le sommeil, et c'est ça qu'il faut que je regarde. Après, je pense qu'il reste aussi une dimension très personnelle de personnes qui sont plus ou moins favorables à suivre de manière très très régulière, voire journée par journée ces paramètres-là, ou à se dire, ok, une fois par mois, je m'intéresse vraiment, est-ce que là, il y a un signal d'alerte ? Mais c'est là aussi où il y a tout un travail, je pense, à faire côté start-up, côté industriel, sur quelles données je fais remonter, comment je les fais remonter pour pas qu'elles soient anxiogènes. Donc il y a un vrai travail sur la formulation, je vais dire même le son des alertes, la manière dont c'est transmis.
Et là, il y a un formidable travail, on va dire, très concret, de donner un accès qui ne soit pas forcément anxiogène. Et je pense que ça aussi, c'est un enjeu. Si je reprends un peu de hauteur par rapport à la question, c'est aussi pour moi peut-être une vision de la santé qui doit changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on imagine données de santé, d'ailleurs je souffre du même biais, hein, quand je parle d'un électrocardiogramme, j'imagine un patient cardiaque, quand je parle de glycémie, j'imagine un patient diabétique. Je pense qu'on a aussi une tendance de fond à imaginer la santé comme quelque chose de plus complet, de plus holistique au niveau de la personne, intégrant le physique, le mental, peut-être le spirituel, et que du coup demain, quand on vous demandera de suivre vos données de santé, ce ne sera pas votre électrocardiogramme parce que vous êtes cardiaque, ce sera un panel de données de santé qui donne un panorama un peu général de votre état de santé. Et pour moi, si on considère la santé dans ce sens-là, encore une fois, on est tous patients d'une certaine manière, parce qu'on est pris dans notre globalité. Pour y mettre un peu de sourire, c'est comme aller sur un passe-personne tous les matins. C'est peut-être la première mesure, je veux dire, qui est très basique. Non, je rigole, je vais vous dire pourquoi après. Vous allez voir, on va finir par une anecdote personnelle, vous allez voir. On est toutes oui. Du genre aller sur le pèse-personne tous les matins pour voir mes efforts, et mon épouse qui me dit mais on se pèse pas tous les jours, donc bon, c'est pour ça que j'ai besoin d'un diagnostic là. Allez-y, continuez. Non, je disais, c'est une des premières mesures effectivement de gestion. Alors c'est pas du capital santé, mais juste de surveillance. Voilà, est-ce qu'on est dans la bonne tranche? Est-ce qu'il faut faire attention ou pas? Donc on peut imaginer que des paramètres soient très larges. Effectivement, ce que dit Benjamin est important. C'est pas juste des paramètres quand on est malade ou quand on souffre d'une pathologie. C'est vraiment le suivi au sens large de sa santé. Et là, pour moi, c'est vraiment important aussi d'intégrer la santé, c'est aussi la relation à autrui, sa santé mentale, donc c'est très large. Je pense que quand on a parlé du concept de bio-citoyen, il faut vraiment élargir cette notion de santé et pas trop la limiter à uniquement la souffrance, la pathologie, l'accident, pour bien comprendre ce basculement-là. Alors j'ai montré une dernière question à Benjamin parce qu'il nous reste 1 minute. Donc c'est celle du milieu pour qu'il se prépare dans les 20 secondes qui lui restent. Comment voyez-vous l'articulation entre les GAFAM et leur pantagruélique budget de recherche? Bonne question. En santé, et les États avec leur budget famélique, bien évidemment, dans ce domaine, et quelle régulation possible à l'avenir, et cette notion sera-t-elle encore pertinente? C'est abordé dans la partie essai, donc il n'y a pas les 3 minutes pour répondre, mais vous avez les vacances pour découvrir la réponse dans le livre. Voilà, c'est une bonne conclusion. Ils sont tous les deux très bons. Merci beaucoup d'être venus avec nous ce matin et d'avoir partagé toutes ces idées, toutes ces recommandations et toutes ces perspectives surtout. On se donne rendez-vous début septembre. On n'a pas d'autres Café Sapiens en juillet, en août, mais on va continuer à poster des vidéos. Aujourd'hui, on doit poster l'interview, l'émission Sapiens Sapiens avec Marc Lévesque, le neurochirurgien qui est venu nous parler la semaine dernière. Nous avons fait une interview particulière avec lui, et donc une bonne occasion de plonger encore un peu plus dans la lutte contre la douleur chronique, un sujet ô combien important. Et nous avons d'autres Sapiens Sapiens, émissions Sapiens Sapiens, qui vont être postées sur le mois de juillet, encore une fois, pour vous occuper pendant vos congés. Ça va être super. Voilà, merci d'être resté avec nous ce matin. Bonne journée, bonnes vacances, je l'espère, et à bientôt. Merci. Au revoir.